Urgence de l'hôpital de Nevers, 17h. Là, tout de suite, là, la douleur, elle a repris. Elle est forte. Je vous ai remis, madame, là, un petit peu pour la douleur. Apaisant. Bernadette, 86 ans, vient de faire une chute en pleine rue. Là, où est-ce qu'on est, là, madame? Vous savez où est-ce qu'on est? Oui. Oui, alors, où est-ce qu'on est? On est à l'hôpital. Oui, c'est ça, on est à l'hôpital. Ce médecin et cette infirmière soupçonnent une fracture du fémur. Ça fait mal? Ok, on reprend. Ce qu'on va faire, on va faire une attelle. Et après, on va faire une radio pour voir qu'est-ce qu'on a. Ça vous refait mal? Oh, Ok. Vous avez une petite fracture au niveau du fémur. Donc, ce qu'on va faire, on va demander des examens complémentaires. On a déjà lancé un bilan. On va voir l'état de votre sang avec l'anticoagulant. La retraitée doit être hospitalisée dans le service de chirurgie orthopédique pour être opérée. S'il te plaît, est-ce qu'on a de place pour une fracture de fémur? Ok. Ok, ok. On n'a pas des sorties aujourd'hui, rien? Ok, ok. Merci. Donc malheureusement pour la patiente, pour le moment, on n'a pas de place au niveau de notre service de chirurgie orthopédique. C'est quelque chose qui arrive souvent, que ce soit complet en termes de lit ou... Ça dépend, mais des fois on n'a pas de place, oui. Dans une garde, oui. Donc on n'a pas de place pour les patients. Les 24 lits du service de chirurgie orthopédique sont occupés. Jugée non prioritaire, Bernadette se retrouve à la dernière place d'une longue liste d'attente. Car ce jour-là, les urgences de Nevers sont comme souvent saturées. Poussez sur les jambes. Attendez. Attention votre main. Oui, mais vous allez tomber, madame. Elle n'a pas été... Oui, mais il faut qu'on la mette parce qu'elle est en plein courant d'air, on va la mettre au chaud, là. Dans un enchevêtrement de brancards, plus de 50 patients attendent d'être pris en charge. Faute de box libre, la plupart sont parqués dans les couloirs. Les infirmières utilisent chaque mètre carré. Là, c'est le Tetris, ouais. Il faut faire de la place, on n'arrive plus à rentrer. C'est le bazar. Ah bah oui, tu vas où? Je sais pas. Tu sais pas où tu vas? Bah oui, il y a plus de place. Non, non, non. Elle vient d'arriver, la dame? Vous venez d'arriver, madame, ou pas? Non, pas du tout. Ah non, vous n'êtes pas d'arriver. Vous n'avez pas été vue par un médecin, là? Pas encore. On m'a dit Ah qu'il y oui. en avait pour quelques heures d'attente. Ouais, mais il y a beaucoup de monde, donc du coup, il y aura beaucoup d'attentes avant de voir un Eh médecin. ben voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Et avant de voir un médecin, il faut que vous soyez dans un box. Et là, tous les box sont pris. Ah bon? Donc tant que vous n'êtes pas dans un box, vous verrez pas un médecin. Combien de temps que madame est arrivée? Eh bien, je vais regarder. Donc le nom de la dame. Donc ça fait déjà 1h42 que la dame est là et elle n'a toujours pas été vue. En sachant qu'il y en aura d'autres avant elle, puisque là, il y a déjà quelqu'un. Ça fait 4h23 et il n'a toujours pas été installé. Donc cette dame va au moins attendre 6 heures avant de voir un médecin. Initialement conçues pour recevoir 10 000 personnes par an. Les urgences de Nevers en accueillent aujourd'hui plus de 33 000. Pour faire face, une infirmière trie à l'entrée les urgences vitales et les maladies pouvant relever de la médecine de ville. Je viens pour ma maman, en fait, elle se sent pas très bien et elle a des grosses douleurs sur le côté. Depuis combien de temps? Depuis hier soir, en fait. Elle a déjà fait une embolie pulmonaire l'année dernière. Les patients en salle d'attente. Ok, merci beaucoup, très bonne journée, merci. A priori, rien de grave pour Marianne, 79 ans, venue ici faute de créneau chez son médecin traitant. J'ai essayé de l'appeler, mais j'ai pas pu l'avoir. Parce qu'il a beaucoup de clients. Je pense que le secrétariat, ben voilà, il est C'est pas tout overbooké, quoi. Donc forcément, les réponses, je pense qu'il y en a qui passent à côté, ce qui est complètement normal. C'est pour ça que je suis venu là. Je suis habitué. Avec 68 médecins pour 100 000 habitants, contre une moyenne de 121 en France, la Nièvre est l'un des pires déserts médicaux. Aux urgences, un docteur de SOS Médecins est donc présent chaque jour pour prendre en charge une dizaine de patients. En ce moment, on a une épidémie de grippe qui est terrible et on voit énormément de patients qui ne peuvent pas voir leur médecin traitant. Des fois, c'est des délais de 2 semaines, 3 semaines. Dans la Nièvre, peu de médecins parce que beaucoup de départs en retraite, des médecins pas remplacés et les médecins qui restent en activité sont débordés. Après un quart d'heure de consultation, Voilà.
Le médecin lui prescrit une ordonnance pour faire des analyses. Combien 14,8, c'est bien, c'est bon. Il suspecte une infection du côlon. Aujourd'hui, 6 700 000 Français n'ont pas de médecin traitant. Et les urgences, comme celle de Nevers, deviennent souvent le dernier recours pour se faire soigner. Votre taille, votre poids? 1m69. Le médecin de Roger, 89 ans, est parti à la retraite il y a 1 an. Je reprends l'attention. Hein. Ouais. Et monsieur, vous avez mal où alors? C'est l'épaule et puis 3 fois. sur le côté, là. Je sais pas si Ouais. c'est peut-être le foie. Puis c'est la vieillesse aussi. Et là, je lui mets un bracelet d'identification qui est obligatoire pour tous les patients qui arrivent aux urgences, pour la traçabilité, pour faciliter la prise en charge aux médecins et reconnaître le patient. Ils sont tellement nombreux. Il est 15h49. Le parcours aux urgences de Roger ne fait que commencer. Je vous laisse patienter ici, monsieur. Après, vous allez être installé pour être vu par un médecin. Hein. Oui, D'accord, il y a un petit peu d'attente là. Merci. Ce jour-là, 100 personnes vont déferler aux urgences. Des entrées toujours plus nombreuses, mais aussi des sorties toujours plus tardives. Dans le service, Marie-Laure Poulain occupe un poste un peu particulier. Celui de bed manager, traduisez, gestionnaire de lit. Oui, docteur, c'est Madame Poulain. Oui, alors, je viens d'avoir l'urgentiste. Il me dit que vous n'avez plus de lit. Donc, c'est une entrée directe. Vous n'avez plus de lit, alors. OK, ça marche. Bon. Son rôle, trouver des places pour les patients qui ont besoin d'être hospitalisés dans les services de l'hôpital, en cardiologie ou en traumatologie, par exemple. Monsieur... non, si, il est parti. Il est rentré. J'aime mettre du verre, c'est bon. Bien. C'est quoi le verre? C'est bon. C'est-à-dire pour nous c'est fléché. C'est fléché, voilà. On sait que ce patient-là, on peut passer à un autre patient. Lui, tout est calé pour lui. Voilà. Soit il est parti, soit il montera dans un service. Depuis son ordinateur, elle possède une vue d'ensemble des lits de tous les services de l'hôpital. Ce matin, je sais que j'ai 14 places qui vont se libérer dans l'établissement, 14 sorties programmées. Mais je sais aussi que j'ai déjà, en moyenne, 12 places qui sont déjà potentiellement repris. Voilà. Donc ça, on sait qu'on va être un petit peu juste au niveau des lits de médecine, principalement aujourd'hui. C'est pour ça qu'on arrive à 32 brancards le matin sur un service d'urgence, parce qu'il y a des gens qui sont orientés à être hospitalisés depuis hier et qui sont toujours dans les urgences parce qu'il n'y avait pas de lit sur leur secteur de destination. Voilà. Ces brancards en attente d'hospitalisation ont un nom, les brancards portes. Et cet hiver, leur nombre a explosé. Tous les timbres blancs, ce sont des brancards portes. C'est des gens qui sont là depuis plus de 6 heures sur les urgences. Et puis après, on est sur 22 heures, 23 heures. Vous voyez, on a quand même beaucoup de personnes qui sont là depuis très longtemps. Ce sont des gens où on n'est pas sûr d'avoir aujourd'hui encore une solution pour eux. Là, vous voyez, on est à 2 jours faits déjà pour ce patient-là. Donc lui, c'est ma priorité aujourd'hui. Il faut qu'il sorte aujourd'hui. C'est agréable pour personne d'avoir quelqu'un qui passe 1 ou 2 nuits sur un brancard avec le bruit, avec toute l'organisation qu'il y a dans un service d'urgence la nuit. Et du coup, ça entraîne forcément du stress pour les patients et puis un retard dans la prise en charge. C'est évident qu'il y a un retard sur la prise en charge. Bonsoir. Comment allez-vous? Pour Roger, au bout de 4 heures, enfin une prise en charge par un médecin, le docteur Shirbache. Quand même, vous sifflez, hein? Vous êtes gêné à respirer? Oui. Je peux vous examiner juste, s'il vous plaît? Vous allez tourner un petit peu? Voilà, c'est bien. Avez-vous mal dans la poitrine, là? Non. Non, ok. C'est sur le côté que ça. Sur le côté. Voilà, vous allez respirer par la bouche ouverte? Ah oui, vous sifflez quand même. On va vous faire une prise de sang, on fait une radio, après on verra. On va vous garder demain matin, on décide, d'accord? Vous savez déjà qu'il va dormir ici alors? Oui, parce que le bilan, si je peux avoir les résultats maintenant tout de suite, je peux décider. Mais parce que ça sera vers 10h, 11h, minuit. À minuit, je ne peux pas laisser sortir. Hein. Mais monsieur, vous êtes prêt vous, à dormir ici alors? Ah, je suis bien obligé, non? Oui, vous n'avez pas d'autre choix.
Faut peut-être me donner un peu à manger quand même. Oui, pour manger, on va vous donner, il n'y a pas de problème. Je vais rester là. Même pas ici, dans la couloir, parce qu'il y aura encore les malades qui vont s'installer ici. Ah. Oui. Ce soir-là, comme Roger, ils seront 43 à dormir sur un brancard aux urgences. Un chaos que connaissent aujourd'hui de nombreux hôpitaux et qui conduit parfois à des situations extrêmes. Mais toi, tu m'en fais un petit aussi à moi, hein, c'est normal. Ouais, voilà. En octobre dernier, Gérald, 45 ans, souffre d'une inflammation intestinale. Il se rend aux urgences de l'hôpital de Langres, en Haute-Marne. J'arrive, pas de souci, on me prend, super accueil. On me propose un IRM, on va donc passer l'IRM et donc le résultat tombe, c'était une inflammation sur le côté. Je ne ressortirai pas de la journée et puis je ressortirai normalement dans quelques jours. Ouais. Gérald est mis sous perfusion dans une chambre, avec un autre patient. Une télé quand même pour faire passer le temps. Il y a un point d'eau, il y a 2 lits, il y a un environnement qui vous permet de prendre une douche le lendemain matin. Puis du personnel qui passe en plein milieu de la nuit pour vous changer une perfusion et faire les soins adéquats. Jusque-là, tout est normal. Mais dans la nuit, coup de théâtre. On est venu me chercher en fait, à minuit, 1h du matin. On me dit en fait, on va vous changer place parce qu'on a besoin de votre place pour un autre patient. On n'a pas le choix, on va vous mettre et vous diriger dans le garage. Et là, je me dis, je vais où exactement? Aussitôt arrivé au garage, Gérald filme avec son téléphone. L'endroit qui accueille normalement les ambulances a été reconverti. La super porte de garage en fait qui est ici, avec les zébras d'entrée. Ouais. Bah, un carton de Karcher, c'est peut-être qu'ils ont mis des dossiers dedans, hein, c'est peut-être pas un Karcher, mais en tout cas. C'est pas des boîtes d'archivage, faut pas abuser quand même. Bon voilà. Là-bas on a un vélo. Ah oui, là il y a le vélo avec. Il y a le vélo qui est ici. Ouais, il est parqué super, là, génial. tranquille. C'est bien pour les microbes. Le sol est brut, taché par différentes taches d'huile ou d'autres choses, hein, là où on fait passer des véhicules, forcément. On a été séparés par des paravents recouverts d'un drap, enfin des choses qui... on voit ça en temps de guerre, on va dire, on voit ça pendant le Covid. Et je me dis, c'est un téléfilm, c'est une télé-réalité, je sais pas, j'en sais rien exactement, mais les bras m'en tombent, on va dire, je veux dire ça comme ça, les bras m'en tombent. Il me dit, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de toilette, il n'y a rien, quoi. Je me sens déshumanisée, enfin, on dirait un chien dans... Voilà. On est 4-5 patients, il y a les infirmiers qui passent, vous avez les aides-soignantes qui passent. Pour pas nous déranger, en fait, ils travaillent plus ou moins à la lampe torche. La lampe torche? En fait, ils n'ont pas trop le choix. Parfois, ils essayent, s'ils veulent effectivement faire des soins et pas réveiller tout le monde, donc pas allumer le garage de manière complète. Ils sont parfois obligés en fait, de trouver des solutions. Donc leurs conditions de travail sont pour moi, déplorables. Une nuit de cauchemar et cerise sur le brancard. Le bruit assourdissant d'une ventilation qui empêche les malades de dormir. Au petit matin, hein, j'en avais tellement marre que j'ai téléchargé une application. Dessus, vous pouvez effectivement mesurer les décibels. J'ai pris la mesure pendant une vingtaine de secondes. Hein. On est à 55 décibels dessus. La vaisselle, en comparaison, c'est 42-43 décibels. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que voilà, pour dormir une nuit paisible, c'est impossible. Gérald demande à rentrer chez lui et décide de ne pas en rester là. Il alerte le ministère de la Santé et diffuse ces vidéos qui font immédiatement la une des médias. Jusqu'où ira la dégradation de notre système de santé, longtemps présenté comme l'un des meilleurs du monde? Depuis plusieurs mois, à l'hôpital de Langres, en Haute-Marne, faute de pouvoir pousser les murs pour accueillir de nouveaux patients aux urgences, on installe ces patients dans un garage. Alors, comment en est-on arrivé à cette situation ubuesque? Surprise, c'est en fait la décision d'un médecin, et pas n'importe lequel. Vincent Escudier, chef des urgences de Langres. Il nous a semblé que c'était la moins pire des solutions, parce que pour deux raisons en fait. La première, c'est que les patients n'étaient pas installés dans les couloirs, et surtout, permettait d'installer les patients sur des vrais lits, et pas laissés sur des brancards. Comme à Nevers, les urgences de Langres sont vite débordées. Dans le garage, les soignants se mettent à filmer leur quotidien. Ils nous ont fait parvenir ces images inédites.
Donc ça, c'est l'extrémité du garage d'à côté. Là, ici, comme tu vois, le garage continue. Voilà, donc on est, si je compte bien, on est à 9 patients au garage en 2024 en France, au CH à Langres. On a fait énormément de signalements par mail à l'ARS et à la direction pour lesquels on a eu 0 réponse. Et quand je dis 0 réponse, même pas un mail pour dire on entend, il faut qu'on essaie de se rencontrer. 0 réponse. Lorsque le scandale éclate, l'Agence régionale de santé exige la fermeture immédiate du garage de Langres. Les malades sont déplacés dans les couloirs, parfois sur de simples brancards pour gagner de la place. On transfère une problématique d'un garage qui n'est pas parfait, loin de là, à transférer des patients pour les installer dans les couloirs qui sont trop petits, qui sont trop exigus, qui sont trop étroits. On essaie de préserver un peu leur dignité et leur intimité du mieux possible en installant des paravents qui essaient de séparer de manière la plus digne possible les patients qui sont installés à cet endroit-là. La nuit, il y a des personnes encore qui continuent de travailler, qui passent, qui vont en radio, qui vont au scanner, qui font des examens. Si on ne peut pas se reposer, si on ne peut pas dormir, on ne peut pas aider le système immunitaire à travailler correctement, il se dégrade. Depuis la fermeture du garage, cette situation aurait, selon lui, engendré des drames. On a plusieurs exemples avec des patients qui ont pu sauter au-dessus des barrières parce qu'ils n'étaient pas surveillés d'une manière correcte, ou des patients un petit peu confus qui ont retiré leur oxygène, qu'on a retrouvé malheureusement décédés. Et j'en vois encore des aides-soignantes et des infirmières en train de pleurer. Il y a un grand sentiment de culpabilité et du personnel soignant. C'est de la médecine de brousse, clairement. Enfin, moi, je ne veux plus être complice, je ne veux plus cette complicité passive. Et on repart chacun avec nos nœuds dans le ventre, dans la gorge. On vient travailler le lendemain. Mais c'est des conditions de plus en plus difficiles. Des soignants à bout de souffle, qui refusent désormais d'endosser seuls la responsabilité de cette situation. Chaque jour, ils préviennent leur direction. J'ai plus de box pour installer, pour ainsi dire. Donc si jamais j'ai une patiente ou un ou deux patients cette nuit, je sais pas ce que je fais après. Hein. Je les mets où? Je les mets dans le couloir. Donc je dirais que là, aujourd'hui, à cette heure-là, 1h40 du matin, j'ai pas d'autres choix à vous proposer. De toute façon, vous n'avez pas d'autre choix, puisqu'il n'y a aucun autre lieu nulle part. Donc je ne vois pas trop comment je pourrais vous dire autre chose. Un manque de place qui serait lié à la fermeture il y a 2 ans de 21 lits, remplacés par ces bureaux. Les hôpitaux français comptent près de 35% d'emplois administratifs et techniques, contre 25% en moyenne dans le reste de l'Europe. Didier Richard, le directeur, a pris ses fonctions en mai 2024, dans l'une des anciennes chambres. Lui assure qu'il n'aurait jamais fermé ce service. Je regrette que cette décision ait été prise. Il faut qu'on puisse rouvrir des lits, mais pour ça, il faut aussi trouver les bons médecins et trouver des kinés. Parce que faire des soins de suite sans kiné, ça ne sert à rien. Il faut trouver les localisations, soit c'est ici et on mettra l'administration dans les greniers ou ailleurs. Mais vous seriez prêt à déménager? S'il faut changer de bureau, pour moi, il n'y a aucun problème. Vous trouvez ça acceptable que des gens soient soignés comme ça dans votre hôpital? Clairement, non. Et mon objectif, c'est bien que cette situation, on en sorte. Vous n'êtes pas inquiet dans le traitement des patients aux urgences à Langres? À partir du moment où vous me le dites, si. Je ne peux pas vous faire une autre réponse. Concernant les décès évoqués par le chef des urgences, le directeur assure n'avoir reçu aucune plainte. Mais la saturation s'explique par une autre difficulté, extérieure à l'hôpital. Comme l'a découvert Michel, 79 ans. À 1h du matin, je vais aux toilettes. Normalement. Je prends la porte de droite. Ce jour-là, je n'ai pas pris la direction des toilettes. Je suis parti à gauche. Puis là, jusqu'en bas. Il a même fait le virage, hein?
Je pensais qu'il était mort, hein, il bougeait pas. Il était inconscient. Il était inconscient, hein. Ouais, ouais. J'ai mis peut-être 10 secondes pour le ranimer, hein. Michel est transporté aux urgences de Langres. Les radios révèlent plusieurs fractures aux vertèbres cervicales. Ben, les fractures, la C4, C5 cassées, C6, C7 touchées. Impossible d'opérer à Langres. Les médecins lui annoncent qu'il doit être transféré au CHU de Dijon, à 80 km de là. Vous êtes le 6e sur la liste d'attente. Et je pensais que le lendemain, ou maximum le surlendemain, j'aurais été transféré au CHU de Dijon. À bout de 6 jours, d'une semaine, ils m'ont dit vous êtes le 3e. Ah, dis chouette, je suis sur le podium. Pour la médaille d'or, Michel va devoir attendre 18 jours sans pouvoir se lever. Ça ne devrait pas exister. Attendre 1 jour ou 2 jours maximum, mais ça ne devrait pas exister tout ça. Une attente sans fin, qui pourrait bien avoir fragilisé la santé de Michel. Car 1 mois et demi après son hospitalisation, ce grand-père, très sportif, fait une embolie pulmonaire. Michel, on y va? Depuis, Allez, t'as vu, pour une fois, je suis pas trop en retard. il est surveillé de près par son médecin traitant. Bon, il y a des douleurs par rapport à ça? Rien. Rien? Rien, j'ai aucune douleur. On a une chance. J'ai jamais eu de douleur. Génial. Le cou, il tourne bien? Le cou? Ouais. Le médecin en est convaincu. Les 18 jours d'attente auraient pu être fatals à Michel. Parfait. Tiens, tourne-toi un petit coup. Son alitement prolongé là, dans des conditions difficiles, c'est un facteur évident d'embolie pulmonaire. C'est évident. Il y a 30 ans, quand vous avez commencé à exercer, une fracture comme ça, c'était opéré en combien de temps? Allez, 24-48 heures. Les épaules vont bien. Selon plusieurs études, une simple nuit aux urgences augmente considérablement le risque de mortalité. Voilà. Retour à l'hôpital de Nevers, où Roger vient de se réveiller aux urgences. Cela fait maintenant plus de 18 heures qu'il est installé sur un brancard. On dort mal la nuit. Pourquoi? Parce que ça fait très aller-retour sans arrêt. Puis c'était plein, c'est plein. Ça, c'est triste, hein, les artistes. Ce matin, les couloirs sont encore bondés, le personnel débordé. Je vous ai trouvé un petit oreiller de fortune. Marie-Christine, aide-soignante de 62 ans, tente de garder un minimum d'intimité pour la toilette des patients. On a mis des paravents quand même. On ne fait pas voir les fesses de la dame à tout le monde. Non, c'est pas logique. Mais bon, on ne peut pas faire autrement. Il n'y a qu'une salle de bain pour toutes les urgences. Alors vous vous rendez compte, pour plus de 40 personnes, même si c'est notre travail, on ne peut plus non plus à force. Il est 10h20, on n'a encore pas donné les petits déjeuners. Et la nourriture du midi, c'est pas approprié pour des gens qui restent 2-3 jours. Tous les jours, ils ont crudité, jambon, yaourt, compote. S'ils restent là 3 jours, ils ont 3 jours ça. C'est pas assez? C'est pas... Vous mangeriez pendant 3 jours du froid, midi et soir du froid. Voilà, vous avez la réponse. Et vous gardez le sourire quand même? Pas tout le temps. Mais des fois, non. Alors, un café noir avec un peu de lait. Je vais aller lui dire si elle peut attendre 2 jours. Selon les syndicats, environ 20% des effectifs aux urgences auraient été victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle en 2023. À sa demande, Lise, aide-soignante, vient d'être mutée après 5 années passées aux urgences. Ça va? Oui, ça va mieux. Ça va. Ouais. Ça va. Bon, ça me fait plaisir de En maternité, ça va être compliqué. Ça va être mieux. Tu vas aller en maternité? Oui, maternité là. Je dis pas que c'est plus facile, mais moins de stress. Générer moins de stress. Pas te dire le matin, on va être à combien aujourd'hui? Comment ça se passait? Oui, c'est sûr. Elle est en arrêt maladie depuis plus de 6 mois, suite à un burn-out.
Le dernier week-end que j'ai fait, il y avait qu'un médecin avec 20 brancards et une dame qui est décédée des chocages 1 parce qu'elle n'a pas vu de médecin. Psychiquement, j'ai été détruite. Je ne sais même plus où j'en suis, je ne sais même plus si je veux continuer le soin. Alors que, pour le coup, à dire mes collègues et mon ressenti et tout ce que mes cadres ont dit, j'étais une bonne soignante. J'essayais de prendre soin avec de l'empathie, avec de l'envie. Je suis venue ici avec de l'envie et j'en suis venue après à être dégoûtée. Aujourd'hui, c'est quoi votre état? J'essaye de me relever. J'essaye de me relever et d'essayer de continuer mon métier. Si je suis encore capable de le faire. Comment tu vas? Des conditions de travail qui poussent de plus en plus de soignants à abandonner. Aujourd'hui, à l'hôpital de Nevers, il manquerait environ 50 infirmiers et 70 médecins seniors selon la direction. Deux jours plus tard, Roger est enfin arrivé dans une chambre du service de gastro-entérologie. Bonjour. On vous a expliqué un petit peu pour de vrai ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va vous faire? Non. Non? Ben justement, je suis là pour vous expliquer. Alors, sur le scanner, il y a une anomalie du côlon terminal, hein, du sécom. Et cette anomalie, ça se manifeste par un épaississement. Mais cette masse-là, est-ce qu'elle est cancéreuse ou pas? On ne peut pas le savoir avant de faire les prélèvements. Vous comprenez ce qui se passe? Bah oui, un peu. J'ai peur que ça soit un cancer. Ça va? Pendant son séjour à l'hôpital, doucement, c'est Régis qui va s'occuper de lui. Oh, une petite douleur de ce côté. Encore? Vous n'avez pas fait votre toilette, chef? Non, le copeau, faites-les épaules. Non. Vous voulez que je vous accompagne? Il y a 1 an et demi, cet aide-soignant a été muté ici, suite à la fermeture de son service de pneumologie. Un couloir de 30 lits, aujourd'hui plongé dans le noir. Ça vous fait quoi de voir ça? Moi, ça me... Excusez-moi. Ça fait peine, j'ai passé 11 ans ici. Équipe de pneumo, pardon. Vous me manquez les filles. Ah, c'est pas moi qui ai écrit ça. Donc si ça me chamboule, moi, mais c'est comme ça. Il y a 4 ans, ce service a joué un rôle majeur face au Covid. Une dizaine de soignants s'y relayaient quotidiennement. Petit à petit, les médecins sont partis. Il a fallu fermer. Ça m'a fait énormément de peine pour les gens, évidemment, qui aujourd'hui n'ont plus trop accès à la spécialité pneumo. Donc, qui doivent aller dans d'autres villes ou éventuellement une clinique privée qui est dans la ville, où on a encore justement un médecin chef de service de l'époque qui est parti là-bas. Depuis la pandémie, une centaine de lits auraient fermé à Nevers à cause du manque de personnel. En pleine diagonale du vide, l'hôpital peine à recruter et n'a donc pas d'autre choix que de recourir aux intérimaires. Aux urgences, ils représentent 80% des médecins, 21 postes sur 27. Qui va transférer malade, madame? J'ai oublié le nom, c'était comment là, madame? Ce médecin intérimaire travaille ici en moyenne 10 jours par mois. Oui. Déjà arrivé chez malade, c'est un problème. Hein. C'est beaucoup de travail. Hein. Il faut régler tout. Après, quand il y a beaucoup de monde, on peut se tromper, on peut faire des erreurs. Bah, de temps en temps, j'oublie mes malades. Hein. Et vous, ça va mieux? Oui, ça va mieux. Qu'est-ce que vous préférez? Vous pensez que vous pouvez rentrer chez Oui. vous ou non? Vous vous sentez capable? Ah oui. L'hôpital le paye 1 390 € brut la garde de 24 heures. Vous avez fait votre scanner? Oui. Soit plus du double du salaire d'un urgentiste en milieu de carrière.
Bonjour monsieur, bonjour, bonjour. On est mieux payé, mais on n'a pas de congé payé. Par contre, je peux gérer moi-même, je peux gérer mon temps moi-même. J'arrête quand je souhaite. J'ai pas de chef, ça c'est aussi important. Si les intérimaires sont devenus indispensables aux urgences de Nevers, certains d'entre eux inspirent aujourd'hui méfiance à une partie du personnel soignant. On est tout le temps derrière eux, on leur dit qu'il faut aller voir tel patient, il faut appeler le médecin de tel service. On a des protocoles, les médecins ne les suivent pas forcément, alors qu'on sait ce qu'il faut faire, et ils le font pas. Je les sens perdus dans le sens où ils savent pas ce qu'il faut faire. Ils savent pas. Je vais vous donner un exemple concret, un patient qui est allergique à l'amoxicilline, qui est un antibiotique. Des fois, les médecins se trompent et mettent de l'augmentant, donc c'est un antibiotique avec l'amoxicilline. Donc il faut qu'on aille voir le médecin, lui dire non, il est allergique, il fait ah bon, t'es sûr? Bah oui, je suis sûr, oui. L'intérim coûte chaque année 5 millions d'euros à l'hôpital de Nevers, sur un budget total de 200 millions d'euros. En janvier 2024, la Haute Autorité de Santé a réalisé un audit et tiré la sonnette d'alarme. La tension dans ce secteur, qu'il s'agisse des locaux, des effectifs ou des organisations, ne permet pas d'accueillir dignement les patients en toute sécurité. Depuis ce rapport, un nouveau directeur, Florent Foucard, a été nommé pour tenter d'endiguer la crise. Est-ce que c'est un fonctionnement satisfaisant? Non, certainement pas. Est-ce que c'est dégradé? Oui, certainement. Est-ce qu'il faut se contenter de se dire ça et dire on ne se bat pas pour essayer de trouver des solutions? Non, moi je me bats pour trouver des solutions. Bien évidemment, si demain vous me dites j'ai 10 infirmiers de bloc opératoire, 50 infirmiers recrutés qui veulent venir le Nevers, je vous confirme que je les recrute immédiatement. Le vrai sujet n'est pas là. Le vrai sujet, c'est de donner envie à ces professionnels qui viennent dans notre institution. Et c'est ça qui va y réinitialiser un cercle vertueux. Ça prend du temps. Et c'est ça, effectivement, que j'ai bien conscience, parfois suscite beaucoup de frustration. À Nevers, il arrive même certains jours que les urgences se déclarent sous tension et ne puissent plus accueillir de patients. Dans ce centre de gérontologie, c'est toute une famille qui est encore sous le choc. Entourée de ses 3 filles, Odette est venue rendre visite à son mari Daniel, 82 ans, victime d'un AVC le 25 décembre dernier, au petit matin. Et à 5h30, au moment de me mettre debout, impossible de me mettre debout. Les jambes ne me portaient plus, alors que je mettais les normalement. Des démangeaisons côté gauche, la main aussi, je ne peux plus tellement me servir. Alors je lui ai dit, j'appelle le SAMU. Il m'a dit oui, d'accord. Ils ont envoyé l'ambulance. Il m'a dit, écoutez, on l'emmène, mais je rappelle le 15 pour savoir où est-ce qu'on va le diriger, vu que les urgences de Nevers sont fermées. Ce jour-là, les urgences sont régulées par le SAMU, qui décide d'envoyer l'ambulance à l'hôpital de Caunecourt-sur-Loire, à 58 km au nord. Daniel est vu par un médecin. Dans la matinée, ils m'ont dit, eh bien, votre mari est sortant, tout va bien, vous pouvez venir le chercher. Mais j'ai dit, mais ça va, c'est bon. Oui, c'est rien, vous pouvez venir. Vers 10h30, Odette part en voiture récupérer son mari. On s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas descendre de voiture tout seul. C'est pour ça que mon gendre a appelé notre fille et puis le petit-fils pour qu'ils viennent le descendre de voiture et l'ont mis sur une chaise. Et là, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? Après être rentrée chez elle vers 12h30, la famille se rapproche du service d'urgence de Decize, lui aussi surchargé. Elle décide donc de se rendre par ses propres moyens à Moulins, à 70 km. 9 heures se sont écoulées depuis le matin. Il est trop tard pour faire une thrombolyse. On injecte dans l'artère, il me semble, un produit pour la déboucher et pour dissoudre le caillot. Et donc là, il y a un laps de temps à respecter. Donc quand ce délai est dépassé, on ne peut plus pratiquer la thrombolyse, donc le caillot ne peut plus être dissous. Et après, c'est là où il y a des séquelles. J'espère que j'en aurai pas trop,
Pas trop, parce que j'ai encore pas récupéré ma marche normale. Je suis limité pour manger ou pour couper ma viande. Je peine. Et c'est mon épouse qui me la coupe. Maintenant, il faut presque prendre rendez-vous pour faire un infarctus ou un AVC. Notre fille est sur Montpellier, il y a des médecins. Pourquoi nous, à la campagne, on n'a pas de médecins? On a des patients, on a des clients pour aller aux urgences, mais on n'a pas de médecin. Donc on se sent abandonné, on travaille, on paye des charges, mais on n'a plus de service. Il n'y a pas de problème pour avoir un médecin pour une bête, un vétérinaire pour une bête. Alors que pour un humain, le médecin, il n'y en a pas. Après 24 heures aux urgences de Moulins, puis 15 jours en neurologie à Nevers, Daniel a commencé sa rééducation. Impossible de dire quand il pourra sortir. Mais dans le désert hospitalier de la Nièvre, il est devenu un symbole. Depuis 1 mois et demi, sur les réseaux sociaux, d'autres habitants du département partagent avec ses filles de terribles souvenirs. Ma mère est restée sur un brancard du vendredi 15h au dimanche 17h pour un AVC. Et retour chez elle, sans IRM, sans scanner. Des bilans à l'emporte-pièce. On ramène les résidents parce que, soi-disant, il n'y a rien. Et quelques heures après, on les retrouve décédés. Nos parents seraient-ils trop vieux pour être soignés? Alors, l'échange avec l'ARS... La famille a écrit à l'Agence régionale de santé. Et l'affaire est remontée jusqu'au Sénat, où le ministre a été interpellé cette semaine sur le cas particulier de Daniel. Les services d'urgence traversent depuis des mois des difficultés majeures. Dans toute la France, des familles de patients engagent même aujourd'hui des procédures judiciaires contre les hôpitaux. Vous êtes au SAMU SAS du Var. Un assistant de régulation va prendre votre appel. Nous sommes le 30 septembre 2023. Je vous écoute. Alors, je vous appelle pour mon chéri. Il ne se sent pas bien depuis hier soir. Il a vomi. Il a de la fièvre depuis hier soir, ça ne descend pas. D'accord. Là, c'est le moi. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Qu'est-ce qui vous gêne le plus, là? Racontez-moi. J'ai du mal à respirer aussi. C'est-à-dire? J'ai l'impression d'avoir tout le temps le cœur qui bat extrêmement fort et d'être tout le temps le souffle de pompe, quoi. Ça vous inquiète? Votre état vous inquiète? Oui, beaucoup. Ok. J'ai jamais eu ça de ma vie, quoi. Oh. Allez, je vous envoie une ambulance. Lucas, 25 ans, est transporté aux urgences de l'hôpital de Hyères. À son arrivée à 15h50, son état n'est pas jugé prioritaire par l'infirmière chargée du tri des patients. Faute de box disponible, lui aussi attend dans un couloir. Corinne, sa maman, est en ligne avec lui. Il me dit à 17h22, il est quand même là depuis 3h30, ça fait pas tout à fait 2 heures, mais ça fait déjà un moment, qui dit je pense qu'il y en a pour des heures. Tu as vu un docteur à 17h23? Rien. Et je lui dis si ça va pas, tu hurles, parce que je sais que Lucas, c'est quelqu'un qui respectait les autres, enfin qui aurait pas voulu faire de scandale en fait. Donc je lui dis, il est 17h26, comment ça va? Tu as toujours les lèvres bleues et des douleurs aux côtes? Il répond oui. 18h02, il me dit, je me plains à tout le monde que j'ai du mal à respirer, mais personne ne fait rien. Je sais plus quoi faire, j'ai tellement mal et je me sens tellement faible. La cage thoracique est tellement douloureuse, ils savent pas quand il y aura un médecin de dispo. J'ai peur qu'il y en ait pour des heures encore, j'ai les lèvres gelées. Dans le couloir des urgences, un témoin assiste à la détresse de Lucas. Damien, qui s'est bloqué le dos au travail, se retrouve sur un brancard juste à côté de lui. Alors en fait, moi je suis le long d'un mur, allongé, et lui est dans le même sens que moi. C'est-à-dire que mes pieds sont au niveau de sa tête, et donc je le vois de dos. Je vois son brancard de dos. Il a des appels téléphoniques avec sa maman, il explique qu'il va pas bien. Et du coup, c'est pas que j'apporte une attention particulière, mais presque, je me dis, il se passe quand même quelque chose pour ce jeune. Corinne arrive à l'accueil des urgences, mais elle n'est pas autorisée à voir son fils. À 18h12, il me dit, j'ai une infirmière qui s'occupe de moi. 18h12. Ça fait à ce moment-là 2h30 qu'il est là. Il me dit, elle m'a mis du Spasfon en perf. Et je lui dis, toujours pas vu de docteur? Il me dit non. L'infirmière
réalise aussi un prélèvement sanguin envoyé dans un laboratoire à Toulon. 19h56, 4 heures après son admission, un médecin vient examiner Lucas. D'abord, il lui demande si Lucas fume du cannabis, question à laquelle il répond que non. Et ensuite, il lui demande qu'est-ce qu'il a mangé la veille. Il répond qu'il a mangé du poulet à la crème et elle conclut en disant la crème ne devait pas être très fraîche. Et en fait, le diagnostic s'arrête là. Il nous envoie un message pour nous dire j'ai le médecin qui est venu me voir. Et il répond, elle m'a ausculté vite fait, elle m'a rien dit. Dans l'heure qui suit, Damien voit l'état de Lucas se dégrader. Lucas, au bout d'un moment, se redresse sur son brancard, s'adosse sur le mur, et là, il s'effondre littéralement. Dès que j'alerte, l'infirmier vient, le remet sur le brancard, lui prend la tension, puis la glycémie, une tension qui est à 5,3, je l'entends. L'infirmier alerte le médecin à 2 reprises. Dans le même temps, les résultats des analyses de sang arrivent. Ils sont inquiétants. Lucas est transféré en salle de déchocage. Tout s'agite, beaucoup de personnes rentrent dans cette salle, s'inquiètent de l'état instable de Lucas, jusqu'à son premier arrêt cardiaque. À minuit moins 10 à peu près, le médecin me dit vous allez pouvoir le voir. Bon. Et donc elle me dit par contre, il faut que je vous prévienne, il est intubé, il est dans le coma. Je vois le papa et la maman de Lucas rentrer dans le service des urgences par une porte qui sépare le service de la salle d'attente. Ils sont accompagnés d'un infirmier. Et à l'entrée de la salle de déchoc, un deuxième infirmier vient pour les arrêter. Et ils nous disent ressortez dehors, et ils nous remettent dehors direct. Et en fait, c'est là, il fait son deuxième et dernier arrêt cardiaque. Voilà. Et je lui ai dit, écoutez, s'il est en train de mourir, je préfère être à côté. Donc elle me dit, alors venez, entrez. Et à ce moment-là, on entre. Et ils sont en train de faire le massage cardiaque. Il y a déjà 20 minutes qu'ils font le massage cardiaque, en fait, quand on arrive. Donc je dis, vous faites le massage cardiaque pendant combien de temps ? 45 minutes, il reste 25 minutes, voilà. Donc on assiste 25 minutes de massage cardiaque, où de toute façon, il ne se réveille pas. C'est-à-dire que le cœur ne bat pas. Tant qu'il pompe, ça bouge. Dès qu'ils enlèvent les mains, ça ne bouge pas, en fait. Puis voilà, à 2 heures, le décès est déclaré. La cause du décès de Lucas, un choc septique lié à un méningocoque. Une infection rare, fatale dans 1 cas sur 4. Pourquoi n'a-t-il pas été correctement diagnostiqué, en temps et en heure ? La famille de Lucas porte plainte pour homicide involontaire. En parallèle, l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales, lance une enquête qui pointe une série de défaillances du personnel soignant dans la prise en charge du jeune homme. Un triage qui sous-estime la gravité et conduit à une orientation non adaptée. Et à l'arrivée de Lucas aux urgences, certaines informations importantes ne sont ni recueillies ni transmises. Le rapport confirme qu'un premier examen médical est réalisé à 19h55, plus de 4 heures après son admission, soit 2 fois le délai maximal initialement prévu. L'enquête s'étonne aussi d'une série de modifications, de suppressions et d'inscriptions sur le dossier médical du patient réalisées le 1er octobre, après le décès. Les médecins auraient-ils essayé de dissimuler d'éventuelles erreurs ? L'avocat de la famille de Lucas se pose la question. On sait que le dossier informatisé de Lucas a fait l'objet d'intrusions de 35 personnes dont on ignore aujourd'hui l'identité. Et ce que l'on sait également, c'est que ce dossier aurait été peut-être réécrit a posteriori, ce qui compromet évidemment la manifestation de la vérité. La deuxième chose que l'on sait également dans ce rapport de l'IGAS et qui nous interroge grandement, c'est une caméra de surveillance qui était dans le couloir et dont on a retrouvé les bandes que sur 1 heure dans la journée. Nous avons souhaité interroger la direction de l'hôpital de Hyères. Elle a refusé de répondre à nos questions. Hors caméra, nous nous sommes entretenus avec plusieurs membres du personnel des urgences. Un soignant nous confie que le diagnostic sur Lucas était difficile à poser. Quant au retard de prise en charge, il l'explique par une saturation du service ce soir-là. Nous, on reçoit 100 personnes par jour, mais on est calibré pour en recevoir 40.
Donc, oui, les gens attendent trop. Oui, c'est une tragédie. Oui, c'est inhumain. Mais c'est pareil dans tous les services d'urgence. L'hôpital de Hyères est en tension tous les jours. On est en situation de guerre. Après, on nous dit qu'on a mal fait notre travail, qu'on fait trop attendre les gens, alors qu'on nous a donné seulement 3 bâtons pour faire une guerre. Le jour de la mort de Lucas. Le rapport de l'IGAS confirme que l'hôpital de Hyères était bien surchargé. 114 passages aux urgences sont enregistrés, soit 19% de plus que la moyenne journalière. Le service a dû fonctionner avec seulement 2 médecins durant 70% de la période comprise entre midi et minuit. Un hôpital en sous-effectif, submergé par les patients. Pour Corinne, la maman de Lucas, cette explication ne dédouane pas pour autant l'équipe médicale. Il y a des choses qui ont été mal faites, pas prises en compte, etc. Mais on ne peut pas tout mettre sur le dos de « il y avait trop de monde », etc. Moi, je dis simplement que si vous n'êtes pas en capacité d'absorber les patients qui viennent, et si vous savez que cette incapacité d'absorption les met en danger, c'est à vous de prendre vos dispositions. Et si on n'était pas en capacité de s'occuper de lui, alors à ce moment-là, il fallait lui dire. Et il serait allé ailleurs. Le procès, pour moi, c'est aussi mettre les gens, c'est-à-dire les personnes, les humains, devant leur manquement. Il faut rendre justice à Lucas et faire que les choses changent. L'instruction est toujours en cours. En France, plusieurs hôpitaux ont déjà été condamnés suite à une mauvaise prise en charge de leurs patients aux urgences.